Oui, s'il y a bien quelqu'un qui a pensé l'individuation humaine par relation, c'est Freud, puisqu'en parlant de Hilflosigkeit, de la détresse, c'est justement immédiatement sans l'aide. Et dans l'esquisse, Freud développe justement que la naissance du sens et de la moralité vient de cette aide au petit homme. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu des tas de pensées. Je ne sais pas si on peut penser par époque la coupure homme-animal, parce que la métisse des Grecs, c'est vraiment, au contraire même, c'est l'intelligence animale qui est presque donnée en exemple aux hommes. La ruse et l'intelligence qui est développée dans la métisse, c'est vraiment... bon. Nietzsche aussi, quand il dit qu'il faut penser les sens jusqu'au bout, il ne pense même pas d'ailleurs comme animalité, il le pense comme vivant. En plus, tout le travail qui est fait par ceux qui travaillent avec le cheval, les dauphins, dans le rapport aux autistes, montre qu'il y a justement, c'est l'animal lui-même qui communique avec celui qui ne communique pas, ce qui est bon. Et le troisième point, c'est qu'il y a le seul lien paradoxal d'un lien qui serait menace, ça a été tout le discours d'Asie, du rat et de la vermine, d'une contamination, d'un pullulement qui va atteindre l'homme par un lien, mais un lien justement négatif, néfaste, mortifère. Alors, pour ma part... Bon, je pense que Frédéric voudra peut-être te répondre sur la question du moment, dont je sais que tu ne le prends pas comme un couperet. Moi, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, je suis allée très vite, mais j'ai bien dit, j'ai mentionné le nom de Montaigne, le nom de Montaigne comme ça, en passant. Il est bien évident que sur la longue durée, on est dans des courants plus ou moins dominants, dans des littératures plus ou moins majeures, et que évidemment il y a heureusement des héritages qui peuvent se faire, et que finalement réfléchir aussi sur la littérature avec la lunette ou le verre optique de l'animalité, c'est essayer de revenir justement sur des histoires littéraires et l'histoire aussi tout court, des histoires littéraires qui ont été construites, formatées à partir de questionnements où l'animal était un non-questionnement, était un non-objet. Alors je ne veux pas dire du tout qu'on doit refaire toute l'histoire humaine ou toute l'histoire... de la littérature à partir de la question animale. Je dis qu'elle peut nous aider à retrouver des auteurs qui étaient considérés comme des minoresses, à délier les oppositions entre écrivains majeurs et écrivains mineurs, à retrouver des interrogations bêtes à l'intérieur d'auteurs extrêmement reconnus. Donc voilà, je ne dis pas du tout qu'il y a des coupures. Simplement, il me semble que ma lunette à moi me permet d'aller vers des auteurs et vers des questionnements chez des auteurs connus qui n'étaient pas forcément repérés comme tels auparavant. Voilà. Peut-être tu veux revenir un peu sur... Oui. Oui, il y a toujours eu des philosophies de la vie. Il y a toujours eu des vivants et qui meurent, comme il y a des hommes et qui pensent. Mais... donc c'est des questions qui ont toujours été là, certains. Moi, ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui, disons traditionnellement, il y a une opposition entre les philosophies de la vie, mettons, par exemple Schopenhauer, Nietzsche, avant Diderot, on peut dire Épicure dans l'Antiquité peut-être, d'une certaine manière, qui serait à vérifier. Bon, il y en a toujours eu. Et il y avait une opposition entre les philosophies de la vie et les philosophies de la connaissance ou de la raison, ou de la transcendance, ou les philosophies dualistes, ou les philosophies ou ceci ou cela. Il y a des adversités tranchées comme ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe, je pense plutôt que des deux côtés, il y a un problème du vivant, et que même les philosophies, disons, qui ne réduisent pas les choses à une vie, enfin, qui en tout cas s'opposent même aux métaphysiques de la vie ou à la philosophie du vivant, justement, sont obligés de tenir compte du vivant. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Voilà.
C'est la question, comment peut-on aujourd'hui articuler vie et connaissance, vie et morale? Est-ce qu'on peut tenir des vraies coupures? Il y a toujours des gens qui s'opposent au vivant, y compris en morale. Hein. Si vous êtes lévinassien, vous ne pensez pas que le visage d'autrui, on le respecte parce que c'est un visage vivant. On le respecte parce que c'est un visage humain, vulnérable, transcendant, qui porte une loi, etc. Donc il y a toujours cette opposition, mais je pense qu'aujourd'hui, néanmoins, les choses se redéplacent autour, non pas d'une opposition radicale entre les philosophies de la vie et les autres, mais entre différentes manières d'articuler les questions dans le vivant. Et c'est quand même un vrai changement d'une certaine façon. Alors on peut en discuter. C'est vrai qu'on peut tout à fait dire on est toujours pareil dans une opposition entre la philosophie, la vie et les autres, entre ou bien il n'y a pas de nouveaux problèmes autour duquel tout le monde est obligé de repenser les choses. Je pense quand même qu'il y a une vraie question autour de ça. Sur la connaissance, la morale et la politique d'ailleurs. Tu citais Lyotard. On peut y résister. Hein. Tu citais Lyotard et je pense que Lyotard peut être aussi un penseur intéressant pour votre travail. Non, mais tous dans la ces noms mesure sont importants. où, quand il pense l'enfance, et comme c'est intraitable en différence, entre le vivant et l'humain, il n'y aura pas justement de différence. Les deux sont en différence, en mouvement, vitalement en mouvement. Et voilà, Lyotard est quelqu'un qui a pensé... Oui, Lyotard, comme Deleuze et d'autres, sont des gens qui ont lutté contre le modèle du langage, de la structure, du discours, qui ont fait réapparaître une sorte de pulsion vitale et mortelle d'ailleurs. La force de Lyotard, c'est de penser aussi en effet, dans le cri, une parole, une pulsion vivante, mais aussi une pulsion de mort. Oui, mais c'est ça, tout ce qui dépasse le langage, tout ce qui surgit, pousse, aussi dans le Malraux. Il y a l'enfance, mais il y a aussi vraiment les limbes de la mort, une sorte de l'informe mortel, le Malraux qui s'ouvre d'une manière incroyable sur l'enterrement d'un enfant. Enfin, bon, c'est pareil, l'enfant, mais parfois terriblement dans l'informe. Donc c'est tout ça, oui, tout à fait. Alors... Simplement, le fait, c'est que là aussi, ces questions-là étaient prises comme des marges du sens, comme une sorte de résistance à un modèle dominant du discours, du sens. Aujourd'hui, peut-être que c'est un peu l'inverse, et qu'il y a un vrai risque de perdre aussi le sens, les normes, y compris politiques. Il y a un risque de nous réduire à la vie, y compris à la survie, etc. Donc notre problème est un peu inverse de celui de certains moments, moi je pense. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la question de la vie était considérée comme marginale ou comme une sorte de position philosophique singulière. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est la raison qu'il faut défendre, c'est le progrès, c'est l'histoire face à la catastrophe, face à ce qui déforme et à l'informe. Dans la question du vivant, moi je pense que ça c'est vrai que c'est un vrai risque. Hein. Par exemple, du côté des philosophies de l'histoire, d'expliquer que c'est pas la survie qui est notre horizon. Du côté des philosophies de la relation de l'homme et de l'animal, de dire que c'est pas dire qu'il y a cette relation entre l'homme et les bêtes, c'est pas uniformisé, c'est tout le contraire. C'est pas contester l'humanisation, c'est tout le contraire. C'est ce que dit Anne, c'est très fort ce que dit Anne en un sens. Dire qu'il faut penser l'animal pour penser l'hominisation. C'est extrêmement important parce que ça veut bien dire que la question de l'homme, la question du sens, la question des normes reste notre question. C'est même la question du moment du vivant, à mon avis. Parce que jusque-là, on la présupposait, et les philosophies de la vie étaient un peu celles qui disaient « Oui, mais il y a aussi la volonté de puissance, ou bien il y a aussi le vouloir vivre, ou bien... » Vous voyez ? Donc c'est ça Et même Freud, de ce point de vue-là, est très important, parce que Freud aussi, bien sûr, a pensé le vivant et sa détresse, effectivement. Mais d'une certaine façon, justement, il y a un mystère chez Freud, c'est celui qu'ont découvert les théories de l'attachement, c'est qu'il essaye de fonder la relation humaine sur des forces pré-individuelles, comme la sexualité, les pulsions fondamentales. Et il ne fait pas de la relation une force elle-même, de l'individuation elle-même, un besoin vital. C'est tout l'enjeu des théories de l'attachement. Pas du tout, hein, dans si. C'est biologique, hein, c'est vraiment le... Enfin bon, on ne va pas rentrer dans un débat sur Freud maintenant, mais ça serait intéressant. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une extension mais qui ne contredit pas Freud, certainement.